Ah, vous ne le saviez pas? Digicel vous apporte de super forfaits incluant Internet, appels et SMS. Et ces forfaits, vous pouvez les offrir à vos proches en Haïti. Et oui, grâce à ces nouveautés, vous pouvez rester connecté avec eux de 3 manières. Par Internet et à travers des appels et SMS. Et ceci à partir de 20$ canadiens pour un forfait de 30 jours. C'est facile et c'est avantageux. Gardez contact avec vos proches. Nous vous offrons plein de moyens de le faire. Empressez-vous de leur envoyer un forfait Digicel. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Les nouvelles Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Voilà, c'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous, mesdames, messieurs. Merci d'écouter ce magazine sur les ondes de Radio Centre-Ville et en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube ce matin, tout de suite après l'émission. Il est 7h07. Et hier, c'était hier qu'on a parlé de ça, Jean-Étienne, les emplois d'été ou... Oui, on en a parlé justement hier par rapport à l'annonce qui a été faite. Oui. On a apporté pas mal d'informations là-dessus, mais aujourd'hui encore, on va revenir parce que ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Oui, il y a des informations additionnelles à partager justement. En fait, le bureau du député Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, fédéral de Bourassa en fait, a apporté des précisions dans un communiqué sur les chiffres avancés. On parlait hier de 264 emplois, c'est beaucoup plus que ça. C'est 272 emplois qui seront offerts cette année aux jeunes de Bourassa dans le cadre du programme Emploi d'été Canada. Et cette année, les subventions pour les emplois d'été s'élèvent à 762 021 $. Il ne faut pas oublier les 21 $ dans le comté de Bourassa. Emmanuel Dubourg, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis heureux d'annoncer plus tôt cette semaine les investissements pour les emplois d'été pour les jeunes étudiants âgés de 15 à 30 ans. Et depuis l'été 2016, imaginez combien, selon vous, le gouvernement fédéral a dépensé en termes d'argent dans le cadre de ce programme pour Bourassa. C'est 2 206 000 $ qui ont été annoncés pour offrir 742 emplois d'été aux jeunes. C'est ce que précise le bureau du député Emmanuel Dubourg. On va continuer à parler d'emploi, mais cette fois avec Urgence Santé, qui cherche à peu près 200 paramédics, en majorité des paramédics, mais pour Urgence Santé, il y en a d'autres postes aussi qui sont disponibles, mais en majorité des paramédics. Les 200 paramédics, j'imagine, c'est un grand nombre quand même pour seulement 2018, non? Oui, mais bon an, mal an, il recherche actuellement, là, pour l'année 2018, il recherche 200. Pour devenir ambulancier, c'est une technique de 3 ans qu'on prend au cégep, tout comme les infirmières qui font soit un DEC ou un bac en soins infirmiers. Il y a des cégeps qui offrent ce cours-là aussi. Mais il arrive que, bon an, mal an, il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui s'intéressent à ça. Or, Urgence Santé, on ne le sait pas, Urgence Santé a besoin quand même de ces gens-là. La population immigrante, notamment à Montréal, augmente. Imaginez qu'il y a une urgence santé pour quelqu'un qui ne parle que créole ou que espagnol ou que russe ou que je sais pas quoi.
Et pour communiquer, on a besoin de communiquer rapidement avec cette personne. Urgence Santé a besoin de gens de toute origine qui peut parler ces langues-là, ces langues étrangères-là aussi, pour les aider à communiquer avec la personne afin de mieux servir cette personne-là parfois. Alors, on va écouter, oui. Alors, pour les jeunes ou des immigrants tout court qui souhaiteraient réorienter leur carrière, c'est une bonne carrière parce qu'il y a une demande importante par rapport à ça. Mais là-dessus, comme tu as expliqué, on va écouter les précisions de François Labelle qui explique un peu en détail ça. Oui, effectivement, présentement, nous avons besoin de 200 paramédics. Il y a également d'autres types d'emplois qu'on recherche présentement. On a besoin aussi de RMU, les répondants médicaux d'urgence, les gens qui répondent au téléphone. Et il y a aussi d'autres emplois de bureaux qui sont affichés là, sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Mm-hmm. Quel est le délai est-ce que vous vous offrez pour avoir tout ça? Est-ce que c'est facile de recruter dans ce domaine-là? Écoutez, pour les paramédics, c'est vraiment difficile. Là, vous comprendrez, les cours durent 3 ans. C'est une technique au cégep. Quand les jeunes sortent de l'école, ils doivent aussi faire un examen provincial pour avoir leur droit de pratique. Alors, bon an, mal an, il y a environ 150 personnes qui sortent des institutions d'enseignement pour devenir paramédic. Alors, c'est un gros défi d'avoir 200 personnes. C'est un gros défi, mais c'est aussi une bonne opportunité pour les jeunes qui souhaitent vraiment réorienter leur carrière ou démarrer une nouvelle carrière. Mais Urgence Santé, comprend bien, Jean-Étienne, a besoin de 200 personnes cette année, pas d'ici 3 ans. Puisque, écoutez, quand on regarde les statistiques avec M. Labelle, c'est pas Jojo. C'est à peu près 10% pour l'ensemble des communautés culturelles qui forment les employés de Urgence Santé. Or, c'est une technique qui se donne sur 3 ans. Donc, d'ici 3 ans, on aura besoin de gens aussi. Mais on va écouter, encore une fois, François Labelle qui va nous parler, côté statistique, qu'est-ce que ça regarde, qu'est-ce que ça donne. Écoutez, pour Urgence Santé, Urgence Santé est une compagnie gouvernementale. On compte environ 1400 employés. Sur les 1400 employés, 10% de nos notre personnel est issu des communautés culturelles diverses, les communautés autochtones et du milieu des gens handicapés également. Pour vous donner un exemple, l'année passée, on a procédé à 89 embauches. Sur ces 89 personnes embauchées, 21 personnes faisaient partie des communautés culturelles. Pourquoi vous n'embauchez pas plus? Il n'y en a pas plus qui soient disponibles ou qui appliquent? Écoutez, effectivement, c'est sûr que nous, quand on fait le recrutement, on recrute dans les gens qui sortent des cégeps. C'est le bassin qu'on va chercher pour nos paramédics. Là, le problème, c'est toujours est-ce que le nombre de personnes dans toutes les cégeps à travers la province est suffisant et est-ce qu'eux, de leur côté, ont un pourcentage élevé de gens là, qui sont issus des communautés culturelles. L'information a été bien claire, Jean-Numa, et j'espère que nos auditeurs vont en profiter justement pour profiter de cette opportunité pour commencer une nouvelle carrière. Ou si vous avez déjà la formation là-dessus, il faut prendre contact avec les responsables de cette structure pour... Justement pour terminer en parlant de statistiques, de taux de chômage chez les communautés culturelles, là, il y a Clément Gignac qui est vice-président et économiste en chef de Industriel Alliance qu'on connaît ici, participé à une conférence sur l'immigration et l'immobilier, voilà, à peu près 2 semaines. C'est des données rapportées par le journal Les Affaires. Et il a rappelé en tout cas des statistiques qui sont disponibles par rapport à tout ça, en disant que le Canada était à l'avant-plan mondial de l'intégration des immigrants au marché du travail, mais il a cependant prévenu que le Québec et Montréal étaient en retard sur le reste du Canada. Écoutez ça, le taux de chômage national chez les immigrants arrivés depuis 5 ans est à peu près de 9% dans le reste du Canada. Okay. Non, ça c'est dans le reste du Canada. Au Québec, il est cependant ce taux au-dessus de 15%. Wow. Oui. Quand on parle d'un taux de chômage autour d'une façon générale pour le Québec de 6%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et Clément Gignac a dit le Québec doit mieux faire pour les intégrer au marché du travail s'il veut les conserver. Évidemment, il y en a beaucoup
qui quittent le Québec parmi les nouveaux arrivants après une expérience d'1 an ou 2. Il y en a qui quittent le Québec pour aller ailleurs dans le reste du Canada, où il y a un phénomène chez les Français, par exemple, après 6 mois, là, si ça fait pas leur affaire, ils retournent chez eux en France. Donc, c'est un peu ça la situation du chômage chez les immigrants ici au Québec versus le reste du Canada. Voilà, on va retrouver François. François, bonjour. Bonjour, Janima, bonjour, Jean-Étienne. Voilà. Ça va bien? Eh ben, ça a l'air que Jean-Étienne a un petit bobo à la tête, mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller, Jean. Bon. François. Ok, tout à fait. C'était combattant, ça veut dire qu'il va... Oui, on va se débrouiller. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors, pour aujourd'hui, j'ai plusieurs choses que je voudrais partager avec les éditeurs, les éditrices. Allons-y, oui. Oui, alors, il y a un article de Fatima Ibapétin, vous vous rappelez d'elle? Oui. C'est une ancienne députée libérale dans le comté de Québec, à la Pinière, je pense. Elle a écrit un article dans le journal de Montréal. Il y a des immigrants illégaux au Canada. Alors, elle écrit cet article-là pour dire qu'actuellement, au niveau des médias, on parle beaucoup de la situation des personnes qui arrivent sur la frontière, qui font des demandes, tout ça. Mais elle dit que ce n'est pas ce que l'on croit. Il y a beaucoup d'immigrants illégaux au Canada et il ne faudrait pas regarder seulement ces gens-là qui arrivent à la au chemin Roxane. Il dit que combien d'après vous pensez, combien d'immigrants illégaux au Canada y a-t-il d'après vous? Alors il dit que selon les données statistiques de l'agence de services frontaliers, il y aurait entre 200 et 500 000 immigrants illégaux au Canada. Alors, ça ne m'étonnerait pas. Oui, comment on fait ce calcul? L'agence de services frontaliers du Canada se base sur toutes les personnes qui devraient quitter et qui n'ont pas quitté. Oui. Alors, ça veut dire que tous les gens qui arrivent au moment où ils devraient quitter, ils n'ont pas quitté. Donc, des gens qui ont reçu des avis de déportation officiels. Oui, c'est ça. Okay. Alors, il dit que seulement en 2012, il y avait 19 000 de personnes qui devaient quitter et qui n'ont pas quitté. Alors, il dit qu'en ce sens-là, on a beaucoup de personnes. Et ce n'est pas, par exemple, 30, 40 000, 50 000 personnes qui arrivent, qui constituent, par exemple, des personnes, des immigrants illégaux. Il y a plus que ça. Et on oublie souvent cet aspect-là. Et on regarde vraiment les aspects, ce qu'on voit de façon, je dirais, sommaire. Enfin, le factuel. Oui. Et elle rappelle que elle a vu sur le site de la commission de l'immigration, sur 20 393 demandes de réfugiés qui sont reçues par la commission, c'est l'article dans le journal, il dit 3 409 dossiers ont été acceptés. Wow. Donc le reste devait retourner chez eux. Bon, il y en a qui sont en train de... Il y en a qui sont en train qui vont en appel. Il y en a qui sont en train de trouver des solutions. Peut-être qu'ils vont se marier, tout ça. Okay. Alors là maintenant, elle donne les chiffres et ça dit quelque chose, ça montre effectivement la tendance. Et en même temps, il y a un autre journaliste, Donald Charette, qui parle maintenant des dreamers canadiens. Alors il dit que avec tout ce qui va se passer, au fur et à mesure, le Canada est en train de constituer son fameux programme de dreamers. On sait que c'est un clin d'œil au programme aux États-Unis. Okay. Alors, il dit que si on ne fait rien, absolument rien, d'ici quelque temps, on aura beaucoup de personnes ici. Et est-ce qu'on va pouvoir les employer? Alors, il dit que le gouvernement libéral mise peut-être sur la légalisation du cannabis pour engloutir le jugement des citoyens. Oh, ça, c'est un peu poussé, ça. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais en parlant de rumeurs, aux États-Unis, un juge fédéral
vient de donner au département américain de la sécurité intérieure, vient de donner de cesser de mettre fin, par exemple, il a pris la décision pour contester la décision de M. Donald Trump. Alors, il donne 90 jours au département de la sécurité intérieure pour mieux expliquer les raisons pour lesquelles il avait annulé le programme. Mais en attendant, il prend une mesure contre la décision de Donald Trump. Et c'est encore une autre réserve importante pour l'administration Trump, parce que là, Donald Trump avait décidé de mettre fin à ce programme-là, on se rappelle. Ouais. Et finalement, le juge dit non, ce programme va rester, parce qu'il y a presque 700 000 immigrants qui étaient inscrits au programme par l'administration Obama en 2012. Oui. Alors, ce sont des jeunes de moins de 25 ans pour la plupart. Alors, on dit que non, on ne peut pas mettre fin à ce programme-là. Le juge fédéral a pris une décision contre cette mesure de Donald Trump. Alors, ça va le faire réagir, parce que là, il va dire, finalement, quel que soit ce qu'il fait, il y a quelqu'un qui est là pour le bloquer. Oui, mais en même temps, c'est un petit ouf de soulagement pour des centaines de milliers de gens, là. Ouais. Oui, tous les gens qui ne connaissent même pas leur pays, les gens qui ont vécu, qui sont nés là-bas, qui ne connaissent même pas leur pays. C'est incroyable. C'est une information. Pour terminer pour parler de Donald Trump, alors hier, il a dit il menace de conditionner le nouvel ALENA à des questions d'immigration. Oui, il a déjà dit ça, oui. Ça veut dire que il dit que ça va dépendre d'abord de la façon dont le Mexique va gérer la frontière avec les immigrants illégaux. Alors, si le Mexique prend des dispositions, alors là, oui, on peut avoir un nouvel ALENA, mais dans le cas contraire, ça veut dire qu'il va mettre fin à l'ALENA également. En passant, c'est pour quand la construction de son mur? Le fameux mur de Donald Trump. Quand vous êtes dans le secret des dieux, là, peut-être que vous êtes au courant de cette nouvelle information-là. Non, on est peut-être dans le secret des saints de Dieu, pas de Dieu. Salut François. Merci. Merci beaucoup François Jean-Denis, qui dirige la ferme Vision Max Service, une ferme spécialisée en immigration qui nous apporte toutes les infos tous les matins en 5 minutes sur l'immigration, que ce soit au Canada ou à travers le monde, et qui concerne les immigrants, notamment haïtiens. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème Le rôle de la femme au sein de l'Église, du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Ah, vous ne saviez pas? Digicel vous apporte de super forfaits incluant Internet, appels et SMS. Et ces forfaits, vous pouvez les offrir à vos proches en Haïti. Et oui, grâce à ces nouveautés, vous pouvez rester connecté avec eux de 3 manières. Par Internet et à travers des appels et SMS. Et ceci à partir de 20$ canadiens pour un forfait de 30 jours. C'est facile et c'est avantageux. Gardez contact avec vos proches. Nous vous offrons plein de moyens de le faire. Empressez-vous de leur envoyer un forfait Digicel. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église ». Il est 7h27, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. À l'heure du magazine Intexto, nos nouvelles, apportées par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et en différé sur YouTube aussi. Ce sont les nouvelles d'Haïti qui entrent chez vous à 7h28, 27, 28 bientôt, là. Oui, on l'avait annoncé, on va beaucoup parler de remaniement ce matin. Oui, justement. Remaniement, c'est fait. Ils ont été investis de leur plein pouvoir. Au moins 3 d'entre eux. Oui. Plein pouvoir comme ministre. Mais apparemment, il y a des sénateurs et même des députés. Il y a même un groupe de 16 députés qui lancent encore un ultimatum. C'est à coup d'ultimatum que cette Chambre des députés gère ses affaires avec l'exécutif. Ça a l'air de ça. Bon, on reste au Sénat où, justement, le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, a demandé au président du Sénat, Joseph Lambert, de communiquer avec le gouvernement, le Premier ministre, afin qu'il envoie les dossiers de ces 5 ministres afin de vérifier tout ça. Parce que, normalement, après avoir obtenu un vote de confiance et après avoir voté la déclaration générale aussi d'un Premier ministre, le Premier ministre vient au Parlement accompagné de ses ministres et secrétaires d'État afin de valider, et tous les dossiers des ministres du Premier ministre sont étudiés par les parlementaires afin de vérifier qu'ils soient, d'abord haïtiens. Qu'ils remplissent les conditions. D'abord qu'ils soient haïtiens, qu'ils n'aient pas été condamnés pour X ou Y motif ou raison quelconque. Tout ça, ça n'a pas été fait, selon le président du Sénat, qui avait rencontré d'ailleurs le chef de l'État quelques heures, ou peut-être quelques minutes, avant l'annonce dans les médias sociaux et dans les médias en général de ce remaniement. Écoutons tour à tour Yuri Latortue et Joseph Lambert. Constitutionnel, non, de contrôle et de vérification si ces ministres nommés sont en règle avec la loi et la Constitution. Donc, ce qu'on a demandé dossier pour nous qu'à vérifier. Merci. Je profite de circonstances pour nous dire que bien avant au remaniement cabinet ministériel là, j'ai été invité par le président de la République et pendant discussion ou bien échange entre moi et le président, il était seulement informé moi de l'imminence d'un remaniement du cabinet ministériel et il était précisément que il comptait agir sur environ 5 ministères, mais il n'a pas dit moi ni qui ministère, ni qui mundo que le comptait
remplacer ministre que le gars intention de changer. Et comme vous autres, nous informés par voie de presse et à travers les réseaux sociaux de ce remaniement. S'il y a un remaniement, à quelque niveau que ce soit, il est de bon ton que dossier chaque ministre acheminé par l'Assemblée sénateur pour prendre connaissance de personnalité et puis capable de connaître s'il remplit toute obligation légale et constitutionnelle. Parce que vous capable de tomber si on négligence sur un tchèque ou bien sur un tchécoslovaque ou bien un russe comme ministre. Voilà, bien dit comme d'habitude, Joseph Lambert. Un russe en Haïti comme ministre. Ça, on peut bien le comprendre. Écoutez, c'est pas seulement Lambert qui a réagi par rapport à tout ça. On l'avait dit dès le début de l'émission. Ouais. Le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, il y a le sénateur de l'opposition. Ouais. Lui, il est dans l'opposition ou pas il est entre les deux, à quelle fonction entre opposition et... Il serait plus sage que tu le demandes toi-même. Comme ça, tu partagerais l'information. On continue. Alors, Yuri Latortue déclare lui aussi n'avoir pas été informé formellement de ce remaniement. Il a appris par voie de presse. Il souligne par ailleurs que c'est un gouvernement totalement PHTK. D'ailleurs, il cite même le nom de l'ancien président Martelly qui, selon lui, avec Jovenel Moïse, le président actuel, ont décidé de faire venir ces ministres. Je ne sais pas où il a trouvé ces informations. Il est le sénateur de l'Artibonite. Il est très influent au Parlement. On va écouter Yuri Latortue par rapport à ce remaniement. Même au point de vue politique, il n'y a pas de contacter nous. C'est-à-dire, nous pas au courant, moi-même m'apprendre justement changement à travers les médias. D'après information, nous, président Jovenel, avec le président Martelly, et entendu pour faire changement. Ça veut dire que le président Jovenel retournait au niveau de PHTK, que nous croyons qu'il a assumé tout le gouvernement qu'on y a. L'essentiel, moi, je pense que le changement est fin fait. Nous-mêmes, nous souhaitons bonne chance au gouvernement. Nous remarquons que le président Jovenel, à travers changement ça donc a dit il retourner peut-être à PHTK, ça PHTK te bali. Président Sénat a dit il va te consulter, allié va te consulter. Qui réaction Sénat va gagner? Sénat a un travail de contrôle pour le faire. Donc Sénat va faire travail de contrôle pour vérifier si tout le dossier ministre légal parce que pour ministre il faut que il garde les dossiers. Travail de contrôle qui va se faire et justement Joseph Lambert soudainement ils se souviennent définitivement que c'est ça de leur prérogative soudainement okay. Bon. Alors Joseph Lambert va dans la même veine, il parle justement d'un ministre qui n'aurait pas de décharge pour avoir été agent intérimaire. Donc il pense pouvoir dans la même logique de contrôle faire des interventions là-dessus. On va écouter à nouveau Joseph Lambert sur ce cas précis. Là, on a un gouvernement qui vient fraîchement installé avec un premier ministre. Non seulement on communique aux 10 ministres, mais on vous rébat autour d'un niveau parlement pour inviter chaque ministre. Et c'est sous base ça, pendant qu'on va analyser le dossier pour le ministre, on garde tout pour qui est-ce qui ministre surtout. Un ministre qui a besoin de charges, qui n'a pas besoin de charges, il n'est pas capable de venir ministre. Sinon, l'État doit prendre n'importe qui ancien ministre là, pour mettre comme ministre, parce que purement et simplement, le problème des charges n'a pas posé. Si le problème des charges a posé, pratiquement, son analyse pour faire. Des rumeurs disent qu'il y a parmi ces ministres, du moins un de ces ministres, qui nécessiterait, et je précise, qui nécessiterait un document de décharge que normalement la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a supposé bali parce que il est un ancien agent exécutif intérimaire. Une situation à suivre justement très bientôt. C'est qui ce ministre? Il n'a pas donné de précision, il a pris beaucoup de précautions. J'imagine qu'on va le savoir s'ils veulent vraiment continuer dans la même veine. Il a utilisé un conditionnel très conditionné. Il est très prudent là-dessus et on va voir ce que ça va donner. Écoutez, comme on l'avait dit au début, cette partie pour les nouvelles d'Haïti reste dominée par le remaniement. Il y a Nenel Kassi, un sénateur de l'opposition, et Antonio Cherami, qui eux aussi interviennent sur cette question. Là, on est clair que ce sont deux sénateurs de l'opposition. Tantôt, on ne savait pas trop, que ce soit pour Lambert ou pour le sénateur Latortue. Là, on est dans l'opposition. Ils assument.
Et ils ont aussi leur point de vue qui ne serait pas toujours des fleurs en faveur le gouvernement. On va écouter Nenel Kassi et Antonio Charami sur cette affaire de remaniement qui domine l'actualité en Haïti. Ça qui fait hier soir, opération Champoel ça, nous croyons qui passé, tout le monde a dormi. Même pensé qu'il était capable quelque part, c'est même mon qui était là. Même de attendre nous que c'est ton bagage entre eux. C'est ton bagage des amis qui t'a réglé. On l'autre fois encore intérêt population. Je pas tenir compte de lui. Yo te bail chaque ministre soi-disant faire des routes et sous qui base que journée jodi a retiré des ministres en dans gouvernement, yo garder pour yo ouais qui des grands ministres et que yo ka retirer et remplacer par même moun pa yo. Et là prend par exemple ministre justice là et que pas gon habitude de travailler avec. Mais yo dit une cause qui fait remettre monsieur à terre c'est parce que monsieur te font déclaration dans conseil des ministres. Côté il te dit que gen trop corrompu en dans pouvoir et ou ka constater que monsieur te gen pile l'autre groupe en dans pouvoir ça que ça pas attaquer et corrompu yo gen raison sont honnêtes hommes d'après moi-même et yo voye monsieur aller gouvernement ça non pas croire dans lui nous pas attendre aucun résultat dans main yo et parce que toute initiative que yo prend yo pas capoter résultat pour nous constater caravane arrivé Port-au-Prince mettons mon en défi pour dire qui côté caravane ça arrive Port-au-Prince dans l'ouest qui côté lui ça veut dire ça dit définitivement yo kembe Jovenel la menti yo pas kembe la menti dans question courant 24/24 là. Bon, m'ka dit c'est 5 nouveaux millionnaires pour le parce que tout à ce que ou pas changer comportement en dans l'état, ou te mettre changer ministre chaque jour, a toujours le même problème yo, a toujours le grand goût, a toujours le misère, monsieur gen majorité à la, gen majorité dans chambre basse là, gen majorité dans sénat. Moi me pense c'est à demander premier ministre dans venir et puis politique générale qu'elle te présenter elle t'a venir là. Regardez dans quel niveau l'appliquer. Alors, Nenel Kassi est clair, il n'a pas confiance en ce gouvernement, alors que Antonio Charami voit dans ces 5 nouveaux ministres, 5 nouveaux millionnaires. En fait, pour ces deux-là, c'est de la poudre aux yeux. Définitivement. Ils ont été assez clairs et on va voir ce que ça va donner dans l'avenir, les résultats. On pourra évaluer est-ce qu'ils ont tort ou raison. Mais pour le moment, c'est leur prise de position comme sénateur de l'opposition et on ne saurait imaginer avoir des discours trop cléments envers le gouvernement. Et c'est pas seulement entre le Parlement et l'exécutif où ça brasse un peu. Oui, on reste dans la politique. On a parlé au début de lundi, en début de semaine, de l'élection de Madame Bozil à la tête de la fusion. Écoutez, ça ne fait pas l'unanimité. Si au niveau de l'OPL, l'adversaire, est-ce que je peux dire adversaire, en tout cas, le candidat qui était en face, a applaudi l'arrivée de Edgar à la tête de l'OPL. Oui, Edgar Leblanc à la tête de l'OPL. Écoutez, c'est pas le cas pour Victor Benoît en ce qui concerne la fusion, Victor Benoît, il était candidat, il jouait un rôle de grand conseiller au sein de la fusion, en fait. Mais est-ce qu'il était candidat? Pourquoi il s'oppose à ça? De toutes les façons, pour lui, l'élection de Madame Bozil, c'est pas une élection correcte. Selon lui, Madame Bozil a fait des manœuvres pour faciliter son élection. Elle aurait, selon Monsieur Benoît, facilité l'arrivée de certains membres du parti favorable à son élection. On va écouter Victor Benoît, excuse-moi pour le petit chat, sur cette affaire, mesdames et messieurs. Sur l'élection illégale, qui pas légitime, une série de monde qui, à travers le pays, qui vous avez participé dans le programme, étant donné que pas monnaie de monde, et ils sont nombreux, si vous majoritaire, ni pas quitter ou venir, ni faire mascarade, etc. Nous-mêmes, nous pas reconnaître, non? Nous pas ça, nous pas d'accord, nous pas reconnaître comme président de parti, nous considérons que c'est putschiste que lié. Son coup d'État que vous faites, coup d'État pas fait seulement par les armes, non? Mais en termes, n'est-ce pas, disons, légalité, nous allons prendre la voie de la loi. On a continué toujours dans la voie de la légalité. D'accord? Ça voulait dire que faut des bagarres là devant des instances judiciaires du pays. Donc Edmond Supplice Bozil aurait pacté l'Assemblée, comme on dit, pour pouvoir gagner. Et c'est là d'où viendrait toute la magouille dénoncée par Victor Benoît aujourd'hui. Waouh! Et vous avez entendu les mots de M. Benoît?
putschiste, coup d'État. C'est des mots assez forts. Et j'espère qu'il sait de quoi il parle parce que justement, c'est... il assume. Les mots ne sont pas innocents, définitivement. Non, mais il assume, croyez-moi, il assume. Je connais M. Benoît. On va espérer qu'il y aura... En tout cas, il a annoncé qu'il y aurait des poursuites judiciaires dans tout ça. Et de toutes les façons, Mme Bozil aura... est-ce qu'on aura fusion de gauche, fusion de droite On espère que non. Comme c'était le cas. On est habitué avec ces genres de... Mais on va espérer qu'ils vont arriver à un endroit où finalement ils pourront coudre les morceaux de ce parti. Mesdames et messieurs, vous écoutez nos nouvelles sur 102.3 Radio Centre-Ville, à l'antenne Jean-Étienne Dorsan et Jean-Numa Goudou. On vous revient tout de suite après la pause. Ah, vous ne saviez pas? Digicel vous apporte de super forfaits incluant Internet, appels et SMS. Et ces forfaits, vous pouvez les offrir à vos proches en Haïti. Et oui, grâce à ces nouveautés, vous pouvez rester connecté avec eux de 3 manières. Par Internet et à travers des appels et SMS. Et ceci à partir de 20$ canadiens pour un forfait de 30 jours. C'est facile et c'est avantageux. Gardez contact avec vos proches. Nous vous offrons plein de moyens de le faire. Empressez-vous de leur envoyer un forfait Digicel. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Vous écoutez le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Il est 7h44. Vous écoutez 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook.
et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour vos commentaires texte ou audio. On sera également en différé sur YouTube. Jean-Étienne, on est à l'heure des commentaires. Oui, quand le remaniement nous retient encore, il va falloir qu'on... retiens ton souffle, parce que c'est pas fini. Oui, mais ça va continuer encore au cours de la semaine, dans les jours qui vont suivre, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a plusieurs observations, plusieurs points qu'on va essayer de faire autour de ça. Globalement, comment tu vois tout ce remaniement-là? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Jean-Étienne. En fait, tu m'avais coupé mon micro à moi au lieu du tien, désolé. C'est correct. C'est une bonne question. Ça va continuer à brasser un petit peu dans les médias, sur la scène publique, pendant une semaine ou deux. Mais tout le monde va rentrer dans les rangs. Parce que, probablement, il va y avoir des enveloppes brunes qui vont se promener, là, au Parlement. Vous voyez? Tout le monde... Tout le monde va rentrer dans les rangs. Mais, sérieusement, c'est une vaste blague. On l'avait dit hier, que c'était une vaste blague, ce remaniement. Moi, j'ai écouté avec attention les 2 sénateurs de l'opposition, les 2 autres qui sont à califourchon entre opposition et pouvoir, Joseph Lambert et Yuri Latortue. OK, je comprends, ils sont en train de piaffer, je ne sais pas trop pourquoi, mais les autres qui sont de l'opposition, Nenel Kassi et... ils ont été très clairs. Ils ont été très clairs. Et j'ai écouté Nenel Kassi sur un point en ce qui concerne l'ancien ministre de la Justice, qui aurait dénoncé au sein du Conseil des ministres. Il va falloir que les autorités se mouillent un petit peu sur cette question pour préciser cette question-là. Selon les informations rapportées par le sénateur, l'ancien ministre de la Justice aurait perdu son poste parce qu'il aurait dénoncé au sein du Conseil des ministres la corruption qui gangrène le régime actuel. Et Jovenel Moïse ainsi que Jacques Guy Lafontaine n'auraient pas pris cette dissidence-là par rapport à la ligne du régime actuel et on a profité pour renvoyer l'ancien ministre de la Justice. En fait, on l'avait dit hier que c'était une vaste blague parce que un ministre, quel qu'il soit, ne peut pas appliquer des politiques qui lui appartiennent. C'est la politique de Jovenel Moïse et de Jacques Guy Lafontaine. On s'entend. C'est clair, ça, il n'y a pas de débat. Ça, il n'y a pas de doute. Et on l'avait dit hier, les sénateurs de l'opposition l'ont dit quelque peu là aussi, en disant, écoutez, la responsabilité première revient au chef de l'exécutif, à 2 têtes en fait, Premier ministre et président de la République. Donc, renvoyer quelques ministres, ça va changer quoi? Comme ils ont dit, c'est une blague, mais bon, ils ont dit ça va tout simplement faire 5 nouveaux millionnaires. Mais quelque part, ils ont peut-être raison. On va voir ce que ça va donner, mais j'aimerais insister sur des points communs par rapport aux interventions de Lambert et Yuri Latortue. D'abord, ils disent, les deux admettent qu'ils n'ont pas été formellement mis au courant. Oui, sur l'affaire. Ils disent avoir été informés par voie de presse. Et ça, pour des politiciens matures comme Lambert et Yuri Latortue, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que vous faites votre truc, nous, on n'est pas dedans nécessairement, on n'est pas au courant, et attendez-vous à ce que ça va donner. Je l'interprète comme ça peut être... Oui, mais en même temps, à la limite, certains parlementaires ont admis quand même cette semaine que cela relève de la prérogative du Premier ministre. Si les parlementaires ont un problème... oui, vas-y. Oui, je dirais que effectivement, ça relève de la prérogative du Premier ministre. Mais quand tu sais dans la pratique des choses au Parlement, les concertations qu'il doit y avoir pour faciliter l'affaire, il faut comprendre le contexte dans lequel ils disent n'avoir pas été informés. Et ça peut vouloir dire que, écoutez, vous faites votre truc comme vous voulez. Nous, on va essayer de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un message clair qu'il donne au gouvernement d'une façon générale.
il va falloir qu'on s'entende sur comment on va gérer les choses, parce que là, je vois seulement vos ministres qui arrivent au Parlement. Oui, mais à la limite, ça regarde pas les parlementaires. Dans la théorie, Jean-Dumas, mais on connaît la pratique. Même dans la pratique, le vote de confiance est donné au Premier ministre. OK, par les parlementaires. Donc, ils font confiance au Premier ministre. Et le Premier ministre s'occupe avec le chef de l'État de son cabinet ministériel. OK. Maintenant, ils admettent que c'est de la prérogative du Premier ministre de remanier son gouvernement, ou du chef de l'État et de son poulain, de remanier le gouvernement. Et s'ils l'ont fait, tout simplement, moi, la seule chose qui appartiendrait aux parlementaires, là, c'est le fait que les dossiers de ces ministres, dans le cadre de leur prérogative de contrôle, les parlementaires, les dossiers de ces nouveaux ministres devraient être acheminés au Parlement pour les regarder, pour vérifier s'il y en a pas qui étaient qui avaient des deniers publics à gérer et qui n'ont pas obtenu des charges ou qui ne sont pas des citoyens étrangers et des affaires comme ça. C'est tout. C'est 2 points que je voulais justement signaler dans l'intervention de Lambert et de Yuri. Le premier point qui est le dénominateur de leur intervention, c'est qu'ils n'ont pas été informés formellement de ça. La deuxième chose, justement, c'est ce contrôle qu'ils parlent de façon avec des mots différents, mais ils disent pratiquement la même chose. Quand tu entends Yuri La Tortue qui te dit qu'ils vont contrôler tout ça, et Lambert qui te dit il pourrait, il aurait un des ministres qui n'aurait pas de décharge. J'imagine que la première contre-attaque qu'il y aura par rapport à tout ça, c'est cet aspect de contrôle. C'est leur droit de contrôler. J'imagine aussi qu'ils vont profiter de tout ça pour un peu trouver ce qu'ils veulent, accélérer un peu, visser un peu les boulons. Donc, les deux, ils disent à peu près la même chose dans des mots différents. D'abord, on n'a pas été informé formellement. Et deuxième chose, attendez-vous qu'on vérifie un peu les choses. Mais ce qui je ne comprends pas dans cette affaire, normalement, est-ce que la procédure ne veut pas qu'on contrôle d'abord les dossiers devaient déjà arriver au Parlement pour qu'on puisse vérifier tout ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça aurait été de bon ton pour éviter tout ce branle-bas de combat là et tout ce débat public qu'on a autour des ministres qui ont été nommés et installés. Ça, c'est après coup, ces réactions là. C'est justement. Ça aurait été de bon ton, effectivement, même si c'est de la prérogative du Premier ministre de faire ça, mais au moins de soumettre ces dossiers là, d'indiquer tout simplement, d'informer le Parlement officiellement, voici la décision que je m'apprête à prendre, voici les dossiers de ces nouveaux ministres. Voyez-vous, il n'y a pas de Tchèque, il n'y a pas de Tchécoslovaque, il n'y a pas de Russe là-dedans, comme a dit Joseph Lambert. Et que, bon, voilà, c'est fait. Et puis, c'est de la prérogative du Premier ministre. Mais tu sais que... Et motus bouche cousue. Oui. Ça finit là. Mais la question que je me pose, Jean-Dumas, imagine justement qu'ils trouvent des choses anormales dans le dossier de ces ministres-là, lorsqu'ils ont déjà pris fonction. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui va se passer actuellement? S'ils trouvent, par exemple, qu'il y aurait un des ministres qui n'a pas de décharge ou un autre qui serait, je ne sais pas, un Russe ou comme a dit Lambert, c'est quoi la procédure? Il y aura une série de protestations, de déclarations dans les médias à dénoncer ça, à tue-tête jusqu'à vraiment vomir ses poumons là. Ils vont... Et puis, il va rien se passer si jamais... Une autre chose que je n'ai pas vraiment maîtrisée, je n'ai pas compris pourquoi la tortue a précisé à tout le monde que, écoutez, c'est Martelly et Jovenel qui se sont mis ensemble pour retourner à PHTK. C'est qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut faire entendre vraiment à travers ça? Je n'ai pas compris. Il est en train de prendre ses distances avec le PHTK qui était son allié, parce que bon, là, définitivement, il a été réélu, et apparemment, il a probablement, ça participe de sa visée présidentialiste bientôt, parce qu'on lui prête des intentions comme ça. Il ne l'a jamais dit. C'est étonnant de le voir, parce que quand même, Yuri La Tortue était aux côtés de l'ancien président Martelly pendant un bon bout de temps au Parlement. Il était conseiller, il était conseiller spécial. Quand l'élection va arriver, on se voit un Martelly qui... tu vois, se déplace un peu pour se faire réélu. Maintenant,
il a tendance à... Tu vois, c'est bizarre, ça. Non, écoutez, c'est la politique. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a une façon de faire de la politique. C'est pas parce qu'il y a de la politique et puis aujourd'hui, j'ai telle ou telle position. Il a le droit de changer d'idée et de changer de position. Une fois que c'est fait de manière correcte, qu'il n'y ait pas de coup bas, pardon. Mais je crois que c'est son droit de changer d'idée, de changer de parti ou de promouvoir beaucoup plus son parti. De toute façon, il était toujours chef de l'Artibonite en Action, qui était allié du PHTK. C'était stratégique pour lui pour gagner lui-même les sénatoriales dans l'Artibonite, mais aussi quelques autres députés, ou son frère, qui est maire des Gonaïves aujourd'hui. C'est la politique, c'est correct, c'est son choix, il a ce droit-là, il est libre de le faire, à mon avis. Moi, je ne vais pas critiquer Yuri La Tortue autour de ça. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait pour ce pays-là? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on va continuer à se chicaner sur la nomination de 5 ministres, ou on va s'occuper du social, on va s'occuper de l'économie, on va s'occuper de l'infrastructure, on va s'occuper de plein d'affaires, des affaires de 10 millions de personnes. C'est quand même sérieux. On ne parle pas d'un petit clic, d'une élite qui s'occupe pas de sa masse, là. Non. Ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. Écoutez, c'est grave. C'est le présent et l'avenir de 10 millions de personnes. Et il y a un petit clic qui est en train de jouer avec ça. On ne fait pas ça. Parce qu'à un moment donné, ça va retomber sur la face de tout le monde. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes sénateur, vous avez un pouvoir politique ou économique, peu importe, vous faites partie de l'élite, et vous ne faites pas ce que vous devriez faire pour améliorer la situation de la masse. Vous êtes capable de vous protéger aujourd'hui, c'est pour un temps. Le pouvoir est éphémère. Tout est éphémère. Il n'y a rien qui soit absolu, là. Si, ensemble, on n'est pas capable de nous dire, OK, mettons-nous ensemble, regardez cette histoire d'états généraux, sectoriel ou pas. Après Jacques-Édouard Alexis, maintenant, il y a Monseigneur Kebro qui quitte le bateau. Tout le monde veut partir. Personne ne veut s'asseoir pour discuter entre eux. Et puis, tout le monde essaie de... C'est un réflexe de jungle. Hein? C'est un mot fort, mais on se demande est-ce que tu n'as pas raison, parce que là, ça ne marche pas. Il va falloir qu'on se trouve une formule de se mettre ensemble définitivement. Pas pour nous, pas pour remplir nos poches, mais au moins pour nos jeunes qui arrivent, qui laissent le pays pour qui laissent le pays pour aller au Chili, tout ça. Et autres. Bon, il est 7h57, Jean-Étienne. On va arrêter notre petite montée de lait ici.